J'attends que tout le monde finisse bien de s'installer. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer notre premier exposé de la journée. Donc, j'ai l'honneur de pouvoir vous introduire notre première intervenante, qui est Colette Guillopé. Elle est mathématicienne, professeure émérite à Paris-Est Créteil. Et donc, elle vient aujourd'hui nous parler du projet de Femmes et Sciences, d'inscrire des noms de femmes scientifiques, donc des mathématiciennes, sur la Tour Eiffel, et donc de participer à la visibilisation des femmes en sciences. Voilà, Colette, le micro est à toi, tu peux venir ici. Merci beaucoup, Jules. Ah là là là, mais je suis toute petite. Comment je fais là? Bon, là, ça y est, vous m'entendez? Bon, super. Bon, ben, je suis très heureuse d'être ici et je remercie beaucoup les organisatrices et les organisateurs de m'avoir invitée. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Donc, je suis une professeure émérite, c'est-à-dire que j'ai bien mérité et j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai fait beaucoup de recherches et je continue à en faire en mathématiques appliquées à la mécanique des liquides. Les rivières, les océans, les tsunamis, tout ça. Voilà, donc l'association, donc je suis effectivement active dans 2 associations qui sont Femmes et Sciences et Femmes et Mathématiques, comme bénévole, et je participe à différentes actions. Donc ça, c'est l'association donc qui a été Femmes et Sciences fondée en 2000, notamment par Huguette Delaveau, qu'on connaît ici probablement, mathématicienne, Claudine Hermann, une physicienne, Colette Créder, et l'association Femmes et Mathématiques, qui actuellement a plus de 500 membres, femmes et hommes, et des personnes morales, et c'est-à-dire des entreprises, des institutions d'enseignement supérieur. Et donc là, il y a 14 régions sur toute la France. Nous intervenons sur toute la France. Voilà. Alors, promouvoir les femmes dans les sciences et les techniques. Donc, on a plusieurs types d'actions. On va promouvoir les filières scientifiques, notamment pour les filles et les femmes. Donc là, on va faire des interventions dans les lycées et collèges, à la demande. On va pas... Bon, il y a à peu près 700 000 enfants dans une tranche d'âge, donc on ne va pas partout, mais à la demande, on intervient. Alors, promouvoir les femmes dans les sciences et techniques, donc il y a plusieurs actions, des expositions, la séance taille XXL, l'effet Maltida, féminisation de l'espace public, des déambulations à Paris, à l'Université de Toulouse. Et alors, ce dont je vais parler, c'est l'inscription des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. Donc, je vais vous montrer un peu, parler du projet, pour savoir comment ça s'est fait. Et sinon, il y a un certain nombre d'événements et de publications à l'extérieur. Vous pouvez voir tout ce qu'on fait. Il y a un stand Femmes et Sciences. Alors, le parcours étudiant professionnel qui est parsemé d'embûches pour les filles et pour les femmes. Donc, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc, c'est-à-dire que les femmes, si elles ont fait de très bonnes études, elles sont recrutées comme les hommes, à peu près pas tout à fait aussi facilement, on va dire, mais et puis après, elles se heurtent à ce qu'on appelle un plafond de verre. Elles ont du mal à progresser, et l'une des raisons pour lesquelles elles ne progressent probablement pas suffisamment, c'est qu'elles s'occupent beaucoup des autres, et aussi qu'elles ne demandent pas des augmentations très rapidement dès qu'elles arrivent, alors que les hommes le font. Et il y a ce qu'on appelle l'effet Matilda, dont je vais parler, et des stéréotypes de sexe. On met les femmes et les hommes dans des catégories. Les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Et donc voilà. Et donc ça bloque effectivement beaucoup les filles et beaucoup moins les garçons en fait. La société est très différente. Le regard de la société est très différent pour les filles et pour les garçons. Alors, je vais parler de l'effet Matilda. Les femmes scientifiques, quand on fait des recherches, on en trouve partout, tout le temps. Elles ont été essentielles à bien des avancées dans tous les domaines, sans pour autant être reconnues pour leurs travaux. Et donc ça, c'est vraiment un peu le problème, c'est que si on pense à une femme scientifique, alors je vais demander aux collégiennes et collégiens, là, à qui vous pensez tout de suite? Une femme scientifique. Quelqu'un répond? Allez, vite, oui. Marie Curie, voilà. Mais il y en a d'autres, non? Il n'y a que Marie Curie? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et c'est ça le problème. Parce que Marie Curie, elle a eu 2 prix Nobel. Est-ce que une fille ou un garçon va dire « Ah ben, je suis la prochaine Marie Curie ». Non. Donc c'est vraiment une question. Personne s'imagine être la prochaine Marie Curie. C'est pas possible. Alors,
L'effet Matilda, c'est la façon, c'est quand on estime que la contribution des femmes scientifiques à la recherche n'a pas existé, ou il y en a pas, il y en a jamais eu, et très souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça a été récupéré par leurs collègues hommes. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, on parle de l'effet Mathieu. On a d'abord parlé de l'effet Mathieu, Robert Merton, qui a l'effet Mathieu dans les sciences. Mathieu, c'est l'évangile selon Matthieu. On ne donne qu'aux riches et les pauvres, qui seront encore plus pauvres. Eh bien, ça se passe aussi maintenant en sciences et aussi dans la société en général, en économie. Eh bien, c'est que les personnes qui ont des prix, par exemple, qui sont reconnues, eh bien, elles auront encore plus de prix, et celles qui n'ont pas eu de prix encore, parce qu'elles sont débutantes, eh bien, elles n'auront rien. Donc, c'est le même effet. Et l'effet Matilda a été mis au point par, d'après Matilda Jocelyn Gage, qui était une journaliste américaine, et ça a été mis au point par quelqu'un qui s'appelle Margaret Rossiter, et donc je vais en reparler. Donc, c'est attribuer des travaux scientifiques à des hommes, alors que ça a été fait par des femmes. Et c'est assez extraordinaire parce que ça arrive souvent. Et on se demande vraiment comment c'est possible. Alors que les sciences, c'est quelque chose de rigoureux, on ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, on prétend qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a une exposition qui a été organisée par la région de Toulouse et qui est disponible sur le site de l'association Femmes et Sciences. Voilà. Donc, sont citées plusieurs personnes. Bon, là, il y a 8 personnes. Donc, je vais reparler éventuellement de Rosalind Franklin, Amy Noether, je ne crois pas, Lise Meitner, non. Enfin bon, il y a beaucoup de gens. Marthe Gauthier, je vais en reparler un petit peu. Voilà. Donc, la place des femmes en sciences, c'est toujours un problème d'actualité. On pourrait se dire, on a une éducation... Pardon, j'ai sauté un transparent. Mais il y a... Oui, d'accord, je suis allée trop vite. J'ai 50 transparents, donc il faut que j'aille vite. Je ne gère pas le temps, vous me direz quand je dois m'arrêter, Bon, voilà. Cette invisibilisation des femmes scientifiques dans l'histoire contribue à ce que les jeunes filles, privées de modèles de femmes, ne s'engagent pas, ou peut-être pas, dans les carrières scientifiques et techniques. Donc, je pense que de toute façon, le fait qu'on leur dit que ce n'est pas pour elles, depuis qu'elles sont en maternelle, on peut leur dire ça, la société, les parents, les profs, les camarades, fait qu'effectivement, elles se disent, bon, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Et par ailleurs, elles sont, ça je vais en parler, ça c'est un peu une incidence, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup victimes de sexisme dans leur classe. Et je pense, la classe de 3e, si on faisait une petite tour des filles et des garçons, je pense qu'on le verrait aussi. Enfin, moi, je l'ai vu personnellement très récemment. Sexisme, racisme, voilà. Donc, en recherche, je parle du CNRS en 2024. Donc, maintenant, dans toutes les institutions, on fait un bilan annuel où on montre, on indique combien de femmes, combien d'hommes qui fait ceci ou cela. 44% de femmes, mais selon les métiers et les domaines, il y a une grande diversité. Dans l'administration, c'est 85% de femmes. Et parmi les ingénieurs et techniciennes, en sciences du numérique et instrumentation, c'est moins de 15%. Donc, c'est très, très peu. Et dans les universités, vous avez 45% de femmes maîtresses de conférences et 29% de professeurs, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qui se passe entre les 45% et les 29%. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes? Donc, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le plafond de verre. Et évidemment, en mathématiques fondamentales, donc moi, je suis en mathématiques appliquées, donc ça marche un peu mieux. Il y a 15% de femmes maîtresses de conférences et 9% de femmes professeurs. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes professeurs. Et on parle un tout petit peu de disparition d'ici quelques années, ou pas tout de suite, mais du nombre de femmes professeurs en mathématiques fondamentales. Et c'est vraiment un problème. Parce qu'on veut une société où il y a des hommes et des femmes et des hommes, voilà. Alors, freinés par les stéréotypes, les injections silencieuses, sociétales et culturelles.
La diversité, source de performance et de créativité, s'impose. En fait, on voit que ça marche mieux dans une société où il y a à la fois des femmes et des hommes qui interviennent. On a toutes et tous des compétences diverses et variées. Et ça marche mieux que s'il n'y a que des hommes ou que des femmes. On veut un monde équilibré, un peu comme dans votre classe de troisième. Hein. Il y a des garçons, il y a des filles. Alors, on va parler de la Tour Eiffel maintenant. Uniquement alors, c'est un problème. Donc, uniquement des savants sont inscrits sur la Tour Eiffel par Gustave Eiffel sur la tour construite pour l'exposition universelle de 1889. Donc, en fait, il y a une image là, une photo, Arago, Poisson, Monge, enfin tout ça, c'est des hommes. Il n'y a que les noms de famille, mais ce sont des hommes. Donc, Eiffel, monsieur Eiffel, hein, Gustave avait voulu faire de ce monument un panthéon des sciences en faisant rayonner au premier étage, en lettres d'or, les noms de 72 scientifiques ayant fait progresser l'état des sciences. Hein, donc il y a 72, il y en a sur les 4 côtés. Hein, donc on peut faire tout le tour de la Tour Eiffel, c'est très facile. Voilà. Et donc je dis aussi que Sophie Germain, qui de la même époque, avait justement réalisé un travail fondamental en mathématiques sur la théorie de l'élasticité des matériaux utilisés pour la construction, n'avait pas trouvé grâce à ses yeux. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, on parlait de savants, et les savantes, en fait, en gros, on s'en moquait. Hein. La société se moquait des savantes, et par ailleurs, Sophie Germain, elle a dû s'éduquer toute seule à la maison. Il y avait de l'argent dans sa famille, donc elle n'a pas eu besoin de travailler, mais on ne lui a jamais donné d'argent pratiquement pour les recherches qu'elle a effectuées. Voilà. Donc, en fait, la question de Sophie Germain, c'est une question qui a été récurrente, et donc on a reçu, par exemple, en allant dans les classes, une classe qui a dit « Mais enfin, pourquoi elle n'est pas sur la Tour Eiffel, Sophie Germain ? Pourquoi son nom n'est pas sur la Tour Eiffel ?» Il y a même eu une lettre envoyée au président de la République, Macron, disant « Mais pourquoi elle n'est pas sur la Tour Eiffel ?» Alors Macron a répondu « Bah oui, on verra, peut-être un jour. » Et le jour, là, est arrivé. Alors, donc en fait, les grands hommes, on parle vraiment des grands hommes, c'est pareil, hein, au Panthéon, il y a surtout les grands hommes. Pardon ? Celui d'avant, j'en ai passé un encore ? Oh mince, oui, écoutez, j'appuie pas bien, pardon. Donc, la sélection de Gustave Eiffel s'est faite sur 3 critères. Longueur du nom inférieure à 12 lettres. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont des noms très longs ou des noms doubles ne pouvaient pas être sur la Tour Eiffel, de nationalité française ou ayant travaillé en France. Hein, donc, les étrangers qui n'avaient pas agi pour la France ne pouvaient pas être sur la Tour Eiffel, et ayant vécu entre 1789 et 1889, sur une période de 100 ans, en fait, la Tour Eiffel, symboliquement, il y avait quand même cette histoire de Révolution française. Hein. On parlait de 1789, la Révolution française. Voilà. Et par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Claude Bernard. Et Bernard, c'est un nom trop classique, donc il n'a pas eu son nom sur la Tour Eiffel parce que ça aurait pu être Monsieur Tout-le-Monde. C'était pas aussi remarquable que Lavoisier, Ampère, Chevreul, Flachat, etc., Navier. Les premiers travaux que j'ai faits, moi, c'était justement sur des équations de Navier et Stokes. Voilà, Navier, un français, et Stokes, un anglais. Bon, voilà, donc pour ce que disait Gustave Eiffel, pour exprimer d'une manière frappante que le monument que j'élève sera placé sous l'invocation de la science, j'ai décidé d'inscrire en lettres d'or sur la grande frise du premier étage et à la place d'honneur les noms des plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Donc c'était très clair. Et les femmes alors ? À l'époque, ce n'est même pas un sujet. Hein, les femmes n'ont pas accès aux grandes écoles, n'ont pas accès aux laboratoires, ou très rarement. Hein, Lavoisier, par exemple, son épouse, a travaillé avec lui. Et elle a beaucoup travaillé après qu'il ait été assassiné durant la Terreur. Hein. Mais ce qu'on a retenu, c'est son nom à lui, bien sûr. Hein. C'est un chimiste. Hein. Voilà. Le paysage scientifique officiel est masculin par construction. Place des femmes, toujours un problème d'actualité. Et alors, même Sophie Germain, pour revenir à elle, déjà en 1913,
L'écrivain Mosens, c'est un pseudo, écrivait dans son livre Women in Science, donc les femmes dans la science. Lorsque la tour a été érigée, on a inscrit sur cette structure les noms de 72 savants, mais on ne trouve pas dans la liste le nom de cette femme de génie dont les recherches ont tant contribué à établir la théorie de l'élasticité des métaux, Sophie Germain. Voilà. Donc le projet, évidemment, il s'agissait de lutter contre l'invisibilisation des femmes scientifiques, équilibrer les 72 noms de savants français inscrits par Eiffel, en mettant aussi des noms de femmes. Le projet a été initié par un étudiant, Benjamin Rigaud, président de l'association Défi-Sorbonne à Sorbonne Université. Donc c'est une université très ancienne, très grosse, qui est à Paris-Centre. Isabelle Vaugelin était présidente, c'est une astrophysicienne, était présidente de Femmes et Sciences à l'époque. Et donc, le projet qui avait été imaginé, c'était les 40 sœurs d'Hypatie. Hypatie, c'est une philosophe, mathématicienne égyptienne. Et c'était de faire inscrire au 2e étage de la Tour Eiffel les noms de 40 femmes scientifiques. Donc seulement 40, parce qu'on avait déjà édité un petit bouquin, donc ça lui a donné l'idée, 40 femmes scientifiques remarquables. Et en fait, si on monte, évidemment, il y a moins de place. Au 1er étage, il y a 72, et on monte, il n'y a plus que 40 places. Et donc ça tombait assez bien, 10 de chaque côté. Donc, ce projet a été présenté à l'occasion d'un événement, les éclipsées femmes scientifiques, la face cachée de l'histoire, au moment de l'éclipse partielle de soleil du 25 octobre 2022 à l'Observatoire de Paris. Donc, vous voyez, on est en 2026 quand même. Donc, ça a commencé en 2021, 2026, voilà. Le 24 mars 2025, Anne Hidalgo, maire de Paris, a décidé la mise en place d'une commission chargée d'étudier la faisabilité du projet qui était promouvoir les femmes scientifiques, donner des modèles de parcours de femmes sur la Tour Eiffel. Et le projet, c'est devenu 72 femmes de la Tour Eiffel, de sciences sur la Tour Eiffel. Donc il y a une commission qui a été coprésidée donc par Isabelle Vaugelin, vice-présidente de Femmes et Sciences. Elle a été présidente, elle est devenue vice-présidente. Puis un certain Jean-François Martins, qui est président de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, elle est à Paris, donc c'est une prérogative de la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris qui va payer en particulier ce qui se passe sur la Tour Eiffel, mais il y a aussi une société d'exploitation qui a son mot à dire. Donc cette commission a été constituée de membres divers et variés, des architectes des monuments historiques, la Tour Eiffel est un monument historique, des historiennes, des représentantes et représentants de la ville de Paris, un membre de l'association des descendants de Gustave Eiffel, évidemment il est toujours là lui, des scientifiques, et en particulier quelques femmes, Jacqueline Bloch, Françoise Combe. Françoise Combe est secrétaire générale de l'Académie des sciences en ce moment, et Valérie Masson-Delmotte, qui est une scientifique très, très impliquée et très connue, qui a participé au groupe du GIEC, groupe, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur l'histoire du climat, donc très, très important. Voilà. Donc la proposition, c'est inscrire 72 noms de femmes scientifiques, le même nombre que les hommes. Et symboliquement, c'est vraiment important de passer de 40 à 72 et les placer au même étage, juste au-dessus de la frise originelle. Donc le 5 septembre 2025, l'association a été chargée de constituer la liste de 72 femmes en à peine 3 mois. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Les critères de Gustave Eiffel, je vous les rappelle, longueur du nom inférieure à 12 lettres, nationalité française ou ayant travaillé en France, ayant vécu entre 1789 et 1889. Alors depuis, il s'est écoulé quand même plus de 100 ans. Donc nous avons sollicité les organismes de recherche, les institutions scientifiques et universitaires, les associations sœurs, les sociétés savantes,
il y a des propositions de noms de femmes scientifiques françaises ayant vécu entre 1789 et 2022 de toutes disciplines scientifiques. Donc, il y a plus de 100 ans, 1889, eh bien, il n'y avait pas de sciences du climat, ça n'existait pas. Il n'y avait pas beaucoup de biologie, il n'y avait pas beaucoup de médecine, il y en avait un peu. Donc voilà, donc notre liste, il fallait qu'on représente, dans la liste initiale, il y avait beaucoup d'ingénieurs, mathématiciens, physiciens, chimistes, essentiellement, ingénieurs, je l'ai dit. Mais voilà, donc il fallait qu'on remette à jour la question des disciplines. Donc plus de 150 noms proposés, donc il a fallu au moins diviser par 2 le nombre pour arriver à 72. Donc ça a été évidemment un travail de sélection. Voilà. Donc la majorité des femmes sont nées entre 1850 et 1950, ce sont des pionnières. Donner la représentation la plus fidèle possible de l'apport des femmes à la science à travers les âges, sur 250 ans, 18e, 21e siècle. Donc c'est une grande période, beaucoup plus grande que celle de Eiffel. Voilà. Montrer que les femmes ont contribué aux sciences dans toutes les disciplines scientifiques regroupées en 6 domaines: ingénierie, mathématiques, informatique, physique, astrophysique, biologie, médecine, chimie et sciences de la Terre. Voilà. Et prendre en compte aussi les engagements des femmes, non seulement en sciences, mais dans la société française. Donc il y a différentes contributions à l'effort de guerre, à l'accès des filles aux sciences, à la féminisation des métiers industriels et à l'accès des femmes aux responsabilités scientifiques et citoyennes. Donc l'équipe, elle est là en France, sur toute la France. Alors on s'est toujours vu par réunion à distance sur nos ordinateurs, et puis on a travaillé ensemble. Donc toutes les disciplines, biologie, médecine, sciences de la Terre, mathématiques, info, chimie, physique, ingénierie. Voilà, donc on est une dizaine à peu près, un peu plus, une douzaine. Voilà, donc moi je sais pas si, voilà, moi je suis là quand j'étais un peu plus jeune. Je suis toujours en rouge quand même, je ne change pas. Voilà. Alors, les 72 femmes de science, à qui pensez-vous quand on dit « rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris, c'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins ». Qu'est-ce qui a dit ça? Quelqu'un qui n'a pas déjà parlé? Parmi les collégiennes et les collégiens. Donc, je m'adresse aux 2 premiers rangs là. Quelqu'un? Qu'est-ce qui a pu écrire ça? Personne? Les filles là, non? Personne? Une fille, c'est une femme qui a écrit ça. À qui vous pensez tout de suite là? Facile. On l'a déjà mentionné là. Facile. Allez, vous osez parler? Non, personne n'ose parler. Ça ne va pas du tout ça. Oui? Ben oui, Marie Curie, bravo. Voilà, donc Marie Sklodowska-Curie, donc elle était polonaise, née à Varsovie. Donc voilà, donc là j'ai quelques images, j'en ai beaucoup. Alors je ne sais pas comment je fais au niveau du temps, je n'ai pas regardé. 6 minutes, bon d'accord. Elle est née à Varsovie, elle quitte la Pologne pour suivre des études supérieures en France. Il faut savoir qu'à son époque, elle est arrivée à la fin du 19e siècle. Eh bien, les femmes françaises, les filles françaises n'avaient pas accès aux mêmes études que les garçons. Il y avait un bac pour les filles, avec de la physique pour les filles, des maths pour les filles, tout ça. En fait, il s'agissait d'avoir de bonnes épouses et des bonnes mères d'enfants. Et donc, elles n'avaient pas accès à l'université avec le baccalauréat qu'elles avaient. C'était des lycées de filles, des lycées de garçons, mais on n'avait pas le même bac. Le même bac remonte en 1924, donc il y a à peu près 100 ans. Un peu plus de 100 ans, 102 ans, enfin 101 ans et demi, quoi. Et donc, elle a été éduquée essentiellement à la maison, en fait, parce que c'était occupé par la Russie. À l'époque, enfin, c'était quand même assez compliqué de parler polonais dans un endroit où on n'acceptait pas qu'on parle polonais. Donc, elle a été éduquée à la maison, en fait. Et bon, voilà, Marie Curie. Donc, ça, c'est quelques images physiciennes. Sa fille, Irène Joliot-Curie, alors Marie Curie, j'ai dit tout à l'heure, elle avait été récipiendaire de 2 prix Nobel. Et le premier prix Nobel, en fait, elle l'a eu parce que c'était sa recherche et c'était grâce à son mari, parce que quand on parle de prix, ça circule. Même à l'époque, il y avait déjà des réseaux.
de lettres, de téléphones. Et son mari a dit, mais attendez, si vous voulez, imaginez me donner à moi le prix Nobel, vous le donnez à ma femme aussi. Et donc, du coup, il y a eu Marie Curie, Pierre Curie et Becquerel, 3 personnes, donc sur la question de la radioactivité, la découverte de la radioactivité naturelle. Donc, sa fille, Irène Joliot-Curie, qui elle aussi a fait des sciences, qui a été la première femme d'un gouvernement français en 1936, alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de voter. Donc, vous savez quand est-ce que les femmes ont pu voter en France? Quelqu'un? Ouais. 4, oui. Général de Gaulle, après-guerre. Alors, Sophie Germain, la voici. Donc, j'en ai déjà parlé. Je peux rajouter qu'elle a décidé d'adopter un nom masculin, Antoine Leblanc, afin d'obtenir les cours de l'école polytechnique, qui n'étaient pas ouvertes aux femmes. Elle a été ouverte, alors quelqu'un le sait, quand est-ce qu'elle a été ouverte aux femmes? L'école polytechnique, c'est la plus grande école d'ingénieurs militaires. Enfin, il se trouve qu'elle est militaire en France, très prestigieuse. Vous savez quand est-ce qu'elle a été ouverte en France? 1972. Avant, c'était pas possible pour les femmes d'y aller. Voilà, donc pour obtenir ces cours, donc elle se fait passer pour un nom d'un étudiant, Antoine Leblanc, qui a plus ou moins abandonné ses études, et pour correspondre avec le grand mathématicien Gauss, qui est donc, elle a écrit comme si elle était un homme, et puis à un moment, elle a été obligée de se découvrir, et il a dit « Ah, formidable, voilà, très très bien ». Et elle a été la première femme à obtenir un prix de l'Académie des sciences pour son mémoire sur justement les surfaces élastiques. Alors, Marthe Gauthier, découvreuse oubliée, quand je vous ai parlé de l'effet Mathilda, comme elle se baptisait elle-même, elle est à l'origine du chromosome supplémentaire chez les enfants atteints de trisomie 21, ce qu'on appelle le syndrome de Down aussi, et son nom a été occulté par ses pairs. Il faut savoir que ses collègues ont volé son cliché où elle avait vu donc on volé ses recherches et ont eu finalement toute la reconnaissance possible et imaginable. Et c'est très récemment qu'on a découvert, donc il y a une quinzaine d'années, que son rôle a été reconnu. Il faut savoir que les femmes, plusieurs, quand on leur rend la vie impossible, eh bien, elles vont faire autre chose. Elles disent, bon, bah, allez, ça va, on s'en va, et on va faire autre chose. On lui a volé ses affaires, bon, elle est partie faire d'autres recherches, très très bien aussi, mais bon, elle est partie. Alors, Paulette Lieberman, j'ai envie d'en parler un petit peu ici, parce qu'elle a été professeure à l'université de Rennes en 1954. Elle logeait d'ailleurs, je ne sais pas si je dois le dire, mais à l'hôtel du Guesclin, quand elle habitait Paris. Elle faisait les voyages. À ce moment-là, c'était 3 heures, plus de 3 heures de train, 3h30 ou 4 heures de train. Et donc, c'est une des pionnières de géométrie symplectique. Elle est mathématicienne. Elle a reçu aussi un prix Charles Dupin de l'Académie des sciences en 1968. Puis après, elle est devenue prof à Paris. Voilà. Alors, sinon, il y en a beaucoup. Nicole Mangin, je ne vais pas pour l'instant, on a publié le 26 janvier, en fait, on a rendu public cette liste avec un petit livret, et ça, c'est disponible sur le web. Donc, vous pouvez aller regarder tous les portraits qui ont été faits, qui sont très accessibles pour tout le monde. C'est vraiment très, très facile à lire. Voilà, Suzanne Noël, enfin bon, Rose Dieng, Marianne Manago, que j'ai rencontrée, et qui était biologiste, qui a travaillé à Paris, voilà. Rose Dieng, qui était sénégalaise et qui a été la première femme africaine à intégrer l'école polytechnique, donc je vous ai déjà parlé, et à choisir la recherche en informatique, ouvrant par ses travaux pionniers la voie à l'intelligence artificielle. Donc elle est morte prématurément de maladie, mais elle était remarquable. Voilà, Alice Recoq, alors c'est une informaticienne, et donc elle a eu beaucoup de mal, elle a beaucoup travaillé, en particulier sur elle est chef du projet mythique Mitra 15 à Honnebull, où elle dirige la mission intelligence artificielle dès 1985. Et donc elle a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître, et en particulier, vous savez qu'il y a des fiches Wikipédia,
Et comme elle n'avait jamais eu de prix, c'est toujours pareil, hein, le syndrome de Mathieu, comme elle n'a jamais eu de prix, on dit ben, elle n'existe pas, en gros. Et ça a été très, très difficile de la faire reconnaître. Et Wikipédia, ils voulaient supprimer sa fiche. Enfin, ça a été extrêmement difficile. Voilà, j'ai une sage-femme du roi, voilà, Alice Solier. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, Rosalind Franklin, découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Là, ce sont ses collègues qui ont eu le prix Nobel, qui ont volé son cliché. Tout à l'heure, j'ai un peu mélangé. C'est le cliché où elle montrait la structure en double hélice de l'ADN. Donc, c'est elle qui l'a fait. Puis après ça, elle a dit, bon, c'est épouvantable, je pars, je vais faire autre chose. Et puis, elle est morte prématurément de cancer parce qu'elle manipulait beaucoup de radioactivité. Et donc, elle est morte de cancer très prématurément à 38 ans. Voilà. Donc, les femmes de science, toutes les disciplines, un peu plus en physique, astrophysique. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là ? Non, mais je vais passer vite. Donc là, vous voyez, il y a une simulation. Je ne sais pas si c'est visible. En fait, la simulation qui est au-dessus, qui n'est peut-être pas très visible, où on met le nom des femmes. Pour l'instant, l'ordre n'est pas décidé, hein, mais ce sera, si tout se passe bien, n'est-ce pas, puisqu'on vient d'avoir des élections, donc ce n'est pas fini. La mairie de Paris, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Si tout se passe bien, en 2027, ça devrait être réalisé. Voilà. Un grand merci à Anne Hidalgo et Jean-François Martins, mais j'ai encore des choses à dire. Je disais, donc ça c'est nos portraits. Un grand merci à toutes les amies de femmes et mathématiques, de femmes et sciences, tout particulièrement Julie Batou de Toulouse qui m'a beaucoup aidée pour vous présenter ceci. Donc ça c'est toutes, vous voyez, on est 12, hein, tous nos portraits. Donc moi je suis, je ne sais pas où, là, voilà, avec mes lunettes, mes cheveux courts. Ah non, c'est pas, si c'est moi, voilà. Voilà, donc il va y avoir un bouquin. Alors, je voudrais donner des indications. Voilà, je veux terminer sur ces propos conclusifs. Les femmes scientifiques d'autrefois sont méconnues et oubliées ou ont été ignorées. Les filles, même brillantes au lycée dans les spécialités scientifiques, vont trop peu vers les études scientifiques, sauf en médecine, ce qui est très bien d'aller en médecine, mais elles peuvent aussi aller faire des sciences, des maths, pour la médecine. Enfin, bon, les maths, elles interviennent partout, l'informatique aussi. Les filles, et donc il y a vraiment un problème. Les filles sont victimes de sexisme dans leur classe dès le collège. Il y a les travaux de la sociologue Clémence Perronnet. Sans parler des autres raisons de discrimination, le racisme, le classisme. Si vous n'êtes pas de la bonne classe sociale, eh bien ça peut aussi être difficile. Il y a maintenant un backlash, notamment dans les réseaux sociaux, dans les postes de cadre, dans les laboratoires de recherche. C'est très difficile pour les femmes, même si elles sont arrivées, elles sont directrices de recherche. Ah, oh bah oui, toi, t'es très bien, on va pas te donner de responsabilité. En gros, parce que tu es une femme. Parce que moi, je suis un homme, je vais prendre les responsabilités. Elles ne sont que 31% dans les CPGE scientifiques. On note un manque très important de femmes dans les métiers essentiels pour l'avenir, comme ceux de l'informatique et du numérique. Moi, je dis aux jeunes, allez vers les métiers nouveaux qui sont en création. Il y a de la place, plein de place, et c'est très bien payé. Hein, bien sûr, vous faites quelque chose qui vous plaît aussi. Hein, si ça ne vous plaît pas du tout, n'y allez pas. Mais en fait, en apprenant des choses, on peut s'y plaire, vraiment. Voilà. Alors, beaucoup reste à faire pour améliorer la situation des femmes scientifiques, etc., etc. Bon, bibliographie, donc tout ça, je vais laisser ma présentation. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont parlé des femmes scientifiques. Donc, CG et Marie-Françoise Roy, nous en avons commis un qu'on était éditrice pour la parité en sciences. Voilà. Une étude super intéressante. Bon, alors, il y a tout un livre de Jacques Mon et Michel Perrault sur l'effet Mathilda, dont j'ai déjà parlé. Un livre très, très intéressant de Clémence Perronnet, Claire Marc et Olga Romaskevitch, Batteuse, les filles à venir des maths. Donc ça, c'est la couverture, là. C'est vraiment très, très intéressant et c'est accessible à tout le monde. Il y a des exercices de maths, il y a de la sociologie et il y a des dessins, des BD, quoi. Et ce livre aussi, Force de la nature, qui est une traduction d'un ouvrage en français. Voilà. Bon, j'ai fini. Merci beaucoup. C'est bon, c'est super. Donc merci Colette. Ici, on va proposer un temps d'échange de 15 minutes avec Colette Guillopé pour pouvoir échanger sur ce qui vient d'être dit. Si vous avez des questions, des remarques,
etc. N'hésitez pas à prendre la parole, il devrait y avoir un micro qui va circuler dans la salle. Question. Colette. Ah, merci. Mais je peux parler. Ah non, oui, d'accord. Vous ne voulez pas faire s'écoller plutôt un deuxième micro? Ce sera plus simple. Moi, je peux comme parler vous voulez. avec celui-là, je vais parler avec celui-là. Alors, je ne sais pas qui peut le Je n'ai faire. pas de raison de. Merci beaucoup pour l'exposé. Vous n'avez pas trop dit qu'est-ce qui s'était passé entre les 30 noms qui étaient discutés en 2021 et les 72 finaux qui ont été proposés. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, il y a des gens qui ont dit mais on manque d'ambition, pourquoi le deuxième étage, tout ça, c'est ça? En fait, c'est une décision politique. Il y a eu une décision politique qui a été prise, qui a été que, eh bien, on va promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Décision politique. Pourquoi 72 pour les hommes et 40 pour les femmes? Tu vois, au début, on n'avait pas pensé. Enfin, Benjamin Rigaud, qui est c'est un homme, il roule pour son truc quand même. Hein. Mais bon, bref, on n'a pas pensé, enfin vraiment, on n'a pas dit, mais attends, pourquoi tu proposes 40, pourquoi c'est pas 72? C'est lui qui a un peu, bon voilà. Mais on n'y a pas pensé, quoi. Et on s'était dit que c'était pas possible, quoi. C'est tout. À défaut, on prend 40. Mais il y a eu une décision politique. Et c'est possible, la preuve. Hein. Tu vois, ce que j'ai montré, c'est pas très visible, mais c'est possible, quoi. Et il y a des gens qui se sont mis en marche. Hein, alors moi j'ai entendu dire que oui, les femmes elles seront pas mises comme les hommes et tout ça en caractère d'argent peut-être au lieu de, mais non, mais on m'a dit mais non, pareil pareil avec le même critère sauf que c'est plus étendu puisqu'il y a eu 100 ans plus de 100 ans depuis 1889 quoi, et puis des tas de disciplines nouvelles qui n'existaient pas à l'époque, mais c'est vraiment décision politique. Et en fait, vous voyez, 2021, 2026, 2025, la décision, ça fait donc 5 ans pour prendre une décision politique quand même. C'est très long. Hein, il faut travailler beaucoup, 5 ans de sa vie. On ne fait pas que ça. Hein, mais waouh. Et ce n'est pas fini puisque ça va être 2027. Hein, donc, et il y a encore une décision avec les élections à la mairie de Paris. On imagine que les engagements pris par la précédente municipalité vont être continués, on imagine, on espère quand même, mais il y a toujours un peu de flottement, on l'a déjà vu, hein, on essayait d'avoir un engagement ferme avant les élections et Anne Hidalgo, elle n'a rien dit, quoi. On n'a pas arrêté de téléphoner, son cabinet n'a rien dit, quoi. Pas d'engagement, quoi. On ne s'engage pas pour l'équipe d'après, quoi. C'est un peu dur, hein. Voilà. Comme je dis, c'est pas fini, hein. Oui. Oui, moi j'avais une question. Où est-ce que tu es? Je suis là. Oui, d'accord, Hélène. Est-ce qu'à aucun moment, vous ne vous êtes posé la question de savoir si vous alliez élargir aux sciences de l'homme et de la société? Parce que ça aussi, ça bougeait depuis un siècle. Oui, alors les sciences de l'homme et de la société, bien sûr, mais en fait, vraiment, la commission qui s'est réunie, nommée par la mairie de Paris, la société de l'économie, ça a été vraiment les sciences. Même critère que les sciences hard, c'est les sciences inhumaines, entre guillemets, mais ça va jusqu'à la biologie, qui est quand même une science plus soft, plus douce. Mais si tu veux, vraiment, ça a été ce qu'on nous a demandé de faire. C'est tout, point. Tu as des règles, on doit obéir aux règles. Non, et donc, je crois qu'il y a des architectes. Parmi les scientifiques, je pense qu'il y a je ne sais plus s'il y en a encore. Mais on avait mis des architectes et je ne suis plus sûre qu'il y en ait encore. C'est simplement ce qu'on nous a demandé de faire. Hein. On a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Oui, merci pour votre présentation, madame. Ça rejoint un peu la question des autres sciences. Je me demandais comment vous aviez travaillé avec des historiens, peut-être d'histoire des sciences, pour faire filtrer puis trouver les personnes que vous allez retenir. Parce qu'effectivement, en sciences économie, est-ce que vous avez cité le nom d'Esther Duflo Non, mais non, c'est des gens morts. Ah. C'est des morts, hein. Je ne l'ai pas dit mort. Je suis passée très très vite. Il fallait être mort depuis les règles de la mairie de Paris. Ouais. C'est mort depuis plus de 10 ans.
Ah, ok. Donc, il y a des dérogations. On peut pas citer Sophie Adenau. Non, Toutes les gens. Ah oui, on nous a proposé Sophie Adenau, bien sûr. On nous a proposé d'autres gens. On dit, mais non, pourquoi vous n'avez pas retenu telle personne? Eh ben non. Les règles sont très définies et on ne peut pas faire autrement. C'est des gens morts depuis plus de 10 ans avec des dérogations. Tu vois, par exemple, il y a une mathématicienne qu'on a retenue qui est Yvonne Choquet-Brua. Donc, elle a un nom qui fait plus de 12 lettres. On l'a retenue sous le nom de Yvonne Brua. Brua, c'est le nom de son nom de famille. Et Choquet, c'est le nom de son mari. Elle a eu 2 maris, donc de son deuxième mari. Elle est morte en 2025. Donc, mais elle a vécu près de 101 ans, tu vois. Et donc, on l'a retenue. On espère qu'elle va passer le filtre de la dérogation. Parce qu'elle était la première femme à avoir été enfin élue à l'Académie des sciences. En 1979, il n'y en avait jamais eu, c'était impossible. C'est-à-dire que c'était un monde d'hommes, quoi. On pense qu'aux hommes. Hein, c'est vraiment assez étonnant. Et donc, on l'a retenue, on espère qu'elle va être gardée, mais on n'en sait rien, en fait. Hein, parce qu'il y a encore il y a encore des décisions à prendre. Hein. Notre livret, il est ce qu'il est. Et ce n'est pas tout à fait la liste définitive, probablement. Enfin, les académies de sciences et technologie ont dit enfin bon, on est d'accord, vous nous avez mis le couteau sous la gorge, on peut plus rien changer. C'est vous c'est l'association Femmes et Sciences qui a décidé avec des experts autour de nous, mais c'est quand même nous qui avons décidé. Et on fait des propositions, on s'est dit bon, celle-là, pas celle-là. Enfin bon, il fallait équilibrer les disciplines, équilibrer les régions, équilibrer les périodes, enfin bon, il y avait quand même beaucoup de critères à essayer d'obéir. On ne pouvait pas mettre que des Parisiennes, on ne pouvait pas mettre que des personnes nées entre telle date et telle date. Enfin, il fallait vraiment équilibrer. Et donc, par exemple, quelqu'un qu'on n'a pas mis, c'est Émilie du Châtelet, qui aurait pu y être, mais elle l'a vécu avant. Ce n'était pas possible. Hein. On n'a pas pu mettre Reine Le Pot, elle a 2 prénoms, je ne sais plus lequel. Pareil, elle a vécu avant 1780, elle n'était pas active, tu vois. Donc, voilà. Donc, et puis, il y a des gens qu'on n'a pas pu mettre, par exemple, Madame Lavoisier, puisqu'il y avait déjà son mari. Lavoisier y était déjà, on n'allait pas mettre un deuxième nom, Lavoisier, ça ne marchait pas. Voilà, donc, donc, et voilà, oui, morte. Et ça, c'est la règle de la mairie de Paris, qui est que quand on met des noms de rues, des noms de bâtiments, etc., c'est morte depuis plus de 10 ans. Et il faut savoir que Eiffel, il avait mis des noms d'hommes vivants à l'époque. Il y avait encore quelques hommes qui étaient vivants. Il n'y avait pas que des morts. Hein, il y avait des hommes vivants encore. Mais nous, bon, lui, là, sa période était plus restreinte. Et puis, bon, il se passait autre chose à cette époque-là. Enfin, les temps ont changé quand même. Hein. Donc, Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que ce projet a rencontré beaucoup de voix contestataires ou alors est-ce qu'il s'est inscrit comme une évidence pour tous ? Tu veux dire voix contestataires de la part de qui ? De la part de la société, de la mairie de Paris. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à ce projet ? Non, en fait, la société, d'abord, on l'a élaborée dans le secret. Donc, il n'y a pas eu de... vraiment, hein, de septembre à janvier. Donc, il y a eu 4 mois, 25 septembre, début septembre, janvier, il y a eu une conférence de presse qui a eu lieu le 26 janvier. Bon, notre livret était prêt 1 mois avant. Hein, il y a les délais d'impression. Et donc, pendant tout ce temps-là, on a travaillé dans le secret, entre guillemets, sachant que c'est très facile, tu sais, par les réseaux, d'obtenir des infos si on les veut vraiment. Il suffit que quelqu'un diffuse à l'extérieur et hop, tout le monde le sait. Et déjà là, et c'était assez extraordinaire, on travaillait dans le secret. Déjà là, il y a un journal. Alors, en fait, on a fait ça. Vraiment, ça, moi, je pense que c'est assez remarquable, cette décision qui a été prise, de faire le livret, en fait, pour couper court aux médias et aux auteurs ou autrices qui, dès qu'il y a un machin un peu chaud, vont écrire tout de suite, immédiatement. Et donc, déjà, avant qu'on publie, avant le 26 janvier, donc déjà vers Noël, déjà au début décembre, déjà, il y avait un média vers Toulouse, là, qui a dit « Ah, ben, il va y avoir telle personne et telle personne, déjà. » Et en fait, ces personnes-là ne sont pas dans le livret, parce qu'il a fallu faire des choix. Voilà, enfin, on a vraiment cherché des personnes innovantes, vraiment innovantes. Tu vois, tu es plus ou moins innovant. Enfin, bon, après, on a fait des choix. Il y a des choix, tu vois. Et
Bon, voilà. Et alors après, la réception, évidemment, quand c'est arrivé dans les communiqués de presse de la mairie de Paris, le nôtre, je pense qu'on en a fait un aussi. Alors là, les médias l'ont... Je pense que tout le monde l'a vu, beaucoup de gens l'ont vu parce que les médias s'en sont emparés. Super, Merci. Pardon. Alors, d'autres questions? Non, on va finir maintenant. C'est fini là? Ah, bah, je peux rester toute la matinée. Merci, on peut la remercier.